Mais que se passe-t-il en Syrie? En Syrie, une offensive surprise a complètement changé la situation. Des rebelles syriens ont pris le contrôle de plusieurs villes et villages qui étaient sous le contrôle du gouvernement d'Assad. La grande ville d'Alep, d'Idlib et des villages au nord de Hamma notamment. Les victoires des rebelles ont été rapides et ont connu relativement peu de résistance. Assad, avec l'aide de son allié russe notamment, a lancé la contre-offensive. Mais qui sont ces rebelles? Pourquoi ils veulent faire tomber Assad et de qui sont-ils les alliés? Le premier, c'est l'armée arabe syrienne, AAS. L'armée syrienne régulière, pro-Assad. Simple. Les HTS, scission d'Al-Qaïda et anti-Assad. L'armée nationale syrienne, l'ANS, pro-turc et anti-kurde, et anti-Assad. Le FDS, dominé par les YPG kurdes, anti-ANS, ambivalent avec les deux autres acteurs que sont l'HTS et l'AAS. Commençons par les loyalistes pro-Assad, l'armée arabe syrienne, AAS, l'armée régulière du régime Assad. Il y a eu de nombreuses défections dans l'AAS, qui a offert peu de résistance aux rebelles ces derniers jours, ce qui leur a permis d'obtenir une victoire rapide. Cela peut s'expliquer par le fait que le régime autoritaire d'Assad est impopulaire et qu'il a commis de nombreux crimes contre sa propre population, faisant des milliers de morts, notamment par l'usage d'armes chimiques. Le gouvernement d'Assad est allié à l'Iran et aussi à la Russie, nommé l'axe de la résistance. Il y a aussi le soutien du gouvernement égyptien et des Émirats arabes unis. Sous Assad, la Syrie est le lieu de transit de l'armement et de l'argent iranien vers le Hezbollah. On a trouvé de nombreuses armes iraniennes en Cisjordanie, à tel point qu'un communiqué de l'armée israélienne a reconnu avoir armé les rebelles contre Assad, qu'Israël a aussi soigné des rebelles anti-Assad d'Al-Nosra dans un hôpital du Golan syrien qu'il occupe depuis la guerre des 6 jours de 1967. Le Hamas, de son côté, a rétabli les relations avec Bachar el-Assad il y a 2 ans. Mais récemment, un responsable du Hamas basé en Turquie a affirmé qu'il soutenait les rebelles syriens. Mais il faut savoir qu'il y a des différences entre le Hamas à l'intérieur de la Palestine et le Hamas basé en Turquie. Et l'année dernière, la Syrie de Bachar el-Assad a rejoint la Ligue arabe, marquant un retour de la normalisation de ses relations avec les pays de la région, ce qui n'est pas dans l'intérêt d'Israël. Depuis longtemps, Assad est aussi dans le viseur des États-Unis, qui souhaiteraient un changement de régime. Les USA ont financé à hauteur de plusieurs millions l'opposition syrienne. En 2013, suite à l'usage d'armes chimiques par Assad contre la population syrienne, Obama déclarait dans une conférence avec Netanyahou qu'Assad doit partir. Les sanctions américaines contre la Syrie ne sont toujours pas levées à ce jour. Et elle participe aussi au mécontentement de la population syrienne. Il y aurait actuellement des discussions pour lever ces sanctions américaines contre la Syrie en échange de la rupture des relations de la Syrie avec l'Iran. Pour les rebelles, il y a principalement 2 composantes, Hayat Tahrir al-Shem, HTS, et l'armée nationale syrienne, ANS. Commençons par HTS. Le chef de HTS, Joulani, est un ancien de Daesh, qu'il a quitté en 2012 pour fonder le front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Puis, en 2016, le front Al-Nosra a officiellement rompu ses liens avec Al-Qaïda pour former un groupe qui se retrouve aujourd'hui dans HTS. Est-ce que cela veut dire qu'HTS est un mouvement islamiste, djihadiste, héritier direct de Daesh et d'Al-Qaïda? Certains ne sont pas d'accord sur ce point, car HTS semble vouloir donner une image différente des politiques envers les minorités. Une alliance a été proposée avec les Kurdes du YPG pour une évacuation pacifique d'une partie de la ville sous leur contrôle. Ça ne correspond pas aux méthodes djihadistes habituelles. Mais à ce stade, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un changement de ligne politique durable, plutôt que d'un rebranding temporaire et superficiel. Joulani ayant opprimé les chrétiens et les chiites notamment dans les régions sous son contrôle. Passons maintenant à l'autre composante des rebelles alliés à HTS, nommée l'armée nationale syrienne. L'ANS est un groupe pro-turc. Il n'a pas vraiment d'unité idéologique, selon les experts. On y retrouve des mercenaires, motivés par l'argent de la Turquie. Ils combattent principalement les Kurdes du FDS au nord d'Alep. La Turquie et la Syrie étaient en négociation depuis le cessez-le-feu de 2020. L'offensive de ces derniers jours a été déclenchée suite au feu vert donné par la Turquie, selon un correspondant de l'AFP, ce qui a rompu le cessez-le-feu et les négociations. Cette alliance entre les rebelles de HTS et de l'ANS veut-elle dire que les rebelles, dont HTS, seraient totalement pilotés par les intérêts turcs dans la région? C'est un peu plus compliqué parce que HTS discute de solutions pacifiques avec des groupes kurdes du YPG, ce qui n'est pas dans l'intérêt de la Turquie, car la Turquie considère les YPG comme un groupe terroriste à éliminer. Mais qui sont ces YPG? L'autre acteur important de cette guerre, c'est la Force démocratique syrienne, la FDS, qui est dominée par les YPG kurdes, qui contrôlent une région autonome de la Syrie dans le nord-est, où des troupes américaines sont également présentes pour les aider à contenir le reste de l'État islamique en Syrie. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que les États-Unis sont également alliés aux Turcs. Les forces démocratiques syriennes sont opposées à la Turquie, et donc à l'ANS. Leur relation à Assad est ambivalente.
Assad a parfois ordonné de coordonner ses actions avec les YPG, tandis qu'à d'autres moments, il s'est opposé à eux. Leur rapport à HTS est encore à déterminer à ce stade et dépendra de la suite de la guerre. Et il y a un dernier acteur à prendre en compte, c'est l'État islamique, pour l'instant en retrait et dont la légitimité est fortement abîmée par l'offensive réussite d'HTS ces derniers jours. Ça, c'est pour les forces en présence. On a fait le tour. C'est un sacré bazar sur place. Maintenant, on peut se demander pourquoi l'offensive a eu lieu maintenant, et si cela a un rapport avec la guerre menée par Israël en Palestine et au Liban notamment. Ce type d'offensive demande plusieurs semaines de préparation. Le début de l'offensive rebelle a coïncidé avec l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais. Le Hezbollah a été grandement mis à mal par la guerre contre Israël, même si celle-ci n'a pas atteint ses objectifs de guerre. Il y a 2 mois à Idlib, les rebelles se sont réjouis de la mort de Nasrallah. Des scènes de liesse dans la nuit du 27 au 28 septembre près d'Idlib, au nord de la Syrie. Ces Syriens célèbrent les frappes israéliennes qui ont visé le QG du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au sud de Beyrouth, au Liban. Le chef du mouvement chiite libanais a été tué lors de ces frappes. Il était la bête noire des Syriens opposés à Bachar al-Assad, car en pleine guerre civile en Syrie, débutée en 2011, le Hezbollah libanais est intervenu militairement pour soutenir le régime d'al-Assad, son allié de longue date. Une intervention du Hezbollah qui a été déterminante dans le maintien d'Assad au pouvoir. La semaine dernière, les rebelles ont donc profité de l'affaiblissement du Hezbollah, allié de Bachar el-Assad. Cette offensive a affaibli les positions du YPG et rompu la route d'approvisionnement du Hezbollah, de la résistance palestinienne, qui part de l'Iran en passant par l'Irak et la Syrie. Les enjeux géostratégiques. Pourquoi le monde entier s'intéresse à cette région? Comme souvent, c'est une question d'accès aux ressources, et en particulier au gaz dans le cas qui nous occupe. Le Qatar avait proposé à Bachar al-Assad un projet d'acheminement de gazoduc pour acheminer du gaz naturel des gisements qataris vers l'Europe en 2000. Mais la Russie et l'Iran ont présenté une alternative en 2009 pour plutôt acheminer le gaz des gisements iraniens. Il y a eu une rivalité entre 2 projets de corridor, tous 2 passant par la Syrie. Assad a choisi le projet russo-iranien. C'est un accord d'une valeur de 10 milliards de dollars. Ça a suscité des tentatives occidentales pour renverser, afin d'imposer le corridor qatari soutenu par les Américains. Le contrôle de la Syrie est crucial pour dominer les intérêts géostratégiques de la région. Concernant la position des pays européens, même si habituellement ils défendent les intérêts américains, si le gouvernement Assad tombe, on peut s'attendre à un afflux de migrants syriens vers l'Europe. On peut s'attendre à ce que les États européens s'y opposent, ce qui pourrait inciter les États européens à ne pas soutenir ces rebelles. On se rappelle de la phrase ambiguë et très commentée de Laurent Fabius sur Al-Nosra, qui, on le rappelle, était affilié à Al-Qaïda. Que va-t-il se passer dans la région? L'offensive éclair des rebelles ces derniers jours a complètement bouleversé la structure du pouvoir dans la région. Cela a surpris tous les experts et acteurs impliqués. La question maintenant est de savoir où est-ce que cette offensive va s'arrêter. Dans tous les cas, même si le régime de Bachar el-Assad ne tombe pas, ce dernier risque fortement de jouer un rôle plus marginal qu'auparavant. La Turquie, de son côté, va considérablement étendre son pouvoir et son influence en Syrie, contre les forces kurdes et contre Poutine. Cela va dans le sens du projet néo-ottoman d'Erdogan. La Syrie faisait partie de l'Empire ottoman de 1515 à 1918. Après la guerre, il pourra aussi envoyer des millions de réfugiés syriens de Turquie en Syrie, et son parti, l'APK, gagnera en popularité. Pour la Russie, ça pourra annoncer la fin de la base navale très stratégique de Tartous, établie en 1971 par l'Union soviétique. Pour l'Iran, ce serait désastreux pour son influence régionale de perdre l'allié syrien et le corridor vers le Liban. C'est pourquoi l'Iran envoie des troupes actuellement pour contrer l'offensive des rebelles. Au Liban, si le Hezbollah ne peut pas se réarmer, d'autres groupes religieux au Liban pourraient en profiter pour l'attaquer. Cela pourrait s'ajouter aux tensions religieuses déjà proéminentes au Liban. Concernant Israël, si ce coup porté à l'axe de la résistance est profitable, comme il est profitable aux États-Unis, il n'est pas totalement impossible que la situation devienne incontrôlable. Comme ce fut le cas avec le soutien des États-Unis à Al-Qaïda et Ben Laden en Afghanistan dans les années 1980, ou comme le craignait Israël en 2013 avec les rebelles syriens. Mais pour l'instant, Israël peut profiter de la situation d'isolement de la Syrie et de la coupure de la route d'approvisionnement d'armes pour les Palestiniens et les Libanais. Un scénario d'effondrement total de la Syrie comme la Libye en 2014 est aussi possible et à craindre. Et les USA, bien sûr, les États-Unis comme à leur habitude, profitent de la situation de chaos généralisé au Moyen-Orient. Alors on suit ça de très près et on en reparlera dans de futures vidéos avec d'autres vidéos YouTube et tous les lundis en live sur Twitch. Abonnez-vous. Vous pouvez
pouvez faire un don sur Tipeee de façon régulière. C'est la meilleure façon de nous aider. Ça nous permet d'avoir de la visibilité à long terme pour continuer à vous proposer nos analyses et nos lives à long terme.